Très, très heureuse de vous accueillir ce soir pour cette parole d'auteur. Il y a sûrement des gens qui vont se joindre à nous en cours d'échange. Évidemment, vous comprendrez dans le contexte de la pandémie en ce moment. On aurait aimé ça, se rencontrer en personne au Salon du Livre, vous accueillir aussi. Mais on va le faire dans un autre espace, un espace virtuel. C'est une invitation qui m'a été tendue, mais je vous le jure que je ne me suis pas fait tordre le bras. Éric Deguire, salut. Salut, salut. Comme tu sais, dans ce contexte de pandémie, on est à la fois l'invité, l'organisateur, le metteur en ondes, le technicien. Donc, je suis à veille de tout installer pour que l'événement soit bien accessible pour les utilisateurs de Facebook sur ma page personnelle, sur la page de notre événement. J'en profite pour saluer et remercier toute l'équipe du Salon du Livre qui a vraiment innové dans ces circonstances-là sur toutes les plateformes et Linda Leith Édition, Leila Marshy, Linda Leith, une merveilleuse femme qui œuvre là-bas et qui Grande Manitou des éditions Linda Leith. Puis c'est pas un risque parce que c'est mal présenté ainsi, mais je pense qu'elle a depuis quelques années accompagné tant d'auteurs qui ont une plume anglophone. Et puis là, elle se commet de plus en plus avec des gens qui ont envie d'écrire en français. Ça a été ton cas. Éric, avant qu'on commence à s'intéresser évidemment à communication et violence, parce que c'est un livre qui s'intéresse notamment à la politique américaine. Oui, c'est ça. Donc, je pense qu'on tombe aux élections, Éric. On est vraiment dans le bon moment, là. Ça, c'est sûr. Soubresaut, c'est une élection qui ressemble à rien. En date d'aujourd'hui, Éric, alors que là, bon, ça, il s'est fait, là, les grands médias américains l'ont annoncé, le candidat démocrate Joe Biden, 306 grands électeurs, 242 pour Donald Trump. C'est un peu l'histoire. 232, je tiens à faire une toute petite correction. 232, toute petite correction. À Éric Deguire en matière de données. Éric, c'est un peu l'histoire qui se répète, mais à l'inverse. On avait vu ça en 2016 alors que c'était Hillary Clinton qui était dans cette position-là. Comment tu t'es intéressé à cette élection-là qui est historique pour plein de raisons? Moi, je me rappelle après la fin de la dernière élection, qui a peut-être donné un résultat décevant pour certains, surprenant pour d'autres, décevant et surprenant à la fois, réjouissant pour certaines personnes aussi, que j'ai tellement aimé suivre cette élection qui nous a surpris que j'avais déjà hâte à la prochaine. J'ai tellement hâte à 2020, puis on était encore à la mi-novembre 2016. Donc, moi, j'attends toujours le prochain scrutin américain, ça c'est certain. Et cette fois-ci, on a eu juste l'investiture. Je ne me suis jamais plus intéressé à une investiture. On a eu le parcours démocrate qui a commencé avec un premier débat, si ma mémoire me sert, le 27 juin 2019. Et on est allé à cadence de 1 ou des fois 2 débats par mois jusqu'au début des primaires et des caucus en Iowa au mois de janvier, février. Et c'était juste les débats qu'il avait chez ses candidats démocrates et la diversité qu'il avait au début, Kamala Harris, Amy Klobuchar, Elizabeth Warren, chez les femmes, les minorités, bien sûr, Cory Booker, Julianne Castro, Pete Buttigieg, communauté LGBTQ+. Il y avait tellement Andrew Yang, Bernie Sanders qui est juif, il y avait tellement de diversité dans ce groupe. Éric, nonobstant l'issue qui commence. Et on finit avec Joe Biden. Est-ce qu'on sentait déjà qu'on entrait dans une nouvelle ère? Maintenant qu'on peut regarder par en arrière un peu, quelque chose, parce que je parle un peu de la diversité des candidats démocrates. Et les démocrates n'ont pas eu un ticket présidentiel depuis 2004 qui mettait de l'avant 2 hommes blancs. Et je pense qu'ils ne vont plus jamais en avoir un. Je pense que quelque part, il y a un progrès à long terme qui se fait. Et c'est beau quand même.
il y a un marqueur dans l'espace qu'on appelle l'histoire avec un grand H. Éric, il y en a peut-être qui ce soir vont te découvrir. On va commencer par ta bio. Ça va? Ouais. Né en 1990 à Montréal. Mm-hmm. Tu as différentes passions, notamment, bon, la politique, on vient d'en parler, la politique américaine, le sport, pour ne pas tout de suite nommer le baseball. Bien sûr. C'est aussi beau lien avec les États-Unis, on va y revenir. La littérature, l'histoire, tu as, et on l'apprend dans le livre aussi, tu as grandi au sein d'une famille à la fois multiculturelle et multilinguistique. Puis pour toi, ça s'est affirmé vers la fin de l'adolescence, mais le français, l'anglais, ça a toujours été aussi important, mais ça occupait des espaces vraiment différents. Peux-tu le définir un peu? Ouais. Moi, quand j'étais en train d'apprendre à parler, ma mère me parlait en arabe et mon père me parlait en français. Et alors que mes parents se parlent essentiellement en anglais. Et la télé, c'était en anglais. Plusieurs membres de ma famille, c'était en anglais. Justement, cette grande culture américaine était anglophone. Et je pense que mes parents voulaient un peu faire un effort de m'apprendre ces langues qui, dans un contexte nord-américain, sont peut-être en moins bonne forme que l'anglais. Et c'est sûr que dans l'ouest de l'île de Montréal, à Beaconsfield, même dans une école française, une école primaire française à Beaconsfield, la cour d'école, c'est 90% en anglais. Hein? Les seules interactions des fois qu'on a en anglais, c'est avec notre enseignante qui nous rappelle de ne pas parler anglais entre nous. Et il y avait bien sûr cette attraction naturelle envers la langue anglaise, la musique, le cinéma. Un film en français, c'était pas particulièrement attirant, même pour plusieurs francophones de souche canadien-français, franco-québécois, appelons ça comme on veut. La musique et le cinéma, c'est beaucoup, même essentiellement en anglais. Et à l'école secondaire, je me suis pas déplacé tant que ça vers l'Est, mais à la Chine, je me suis fait des amis qui étaient, bon, de chez vous, ça parle français, puis toi, tu parles essentiellement français, ton anglais est bien quand même, ça dépend des gens. Il y a des gens qui ne parlaient pas beaucoup anglais, surtout encore à ce jeune âge-là. Aujourd'hui, souvent, les gens finissent par l'apprendre dans l'adolescence puis à l'âge adulte. Donc, je dis, si moi, je veux être ton ami, il va falloir que je parle français. Puis, regarde ça, je parle assez bien français parce que, tu sais, de mon père, mon oncle, mes tantes, ma grand-mère, c'était en français. Puis, l'école, c'était en français. J'avais juste jamais eu des moments de grande passion en français, même si c'est une langue que je manipulais très, très bien. Et donc, j'ai appris à avoir du fun en français, à être décontracté en français. Puis, c'est un peu ça qui a créé une plus grande passion envers cette langue. Reste que jusqu'à aujourd'hui, je dis un peu que mon côté plus rationnel est quand même en français. J'ai fait toutes mes études en français, je travaille en français, alors que mon côté plus relax, plus décontracté, plus familier, mais il est souvent en anglais, encore avec ma fiancée, c'est plutôt en anglais, avec mes parents, c'est plutôt en anglais. Donc, il y a cette dichotomie passion versus le rationnel qui Oui, dichotomie, en même temps, c'est une belle richesse. Il a fallu l'affirmer un jour, ce choix-là. Éric, tu as choisi d'aller faire tes études collégiales en français. Puis ensuite, il a fallu encore une fois reconfirmer ce choix. Les études supérieures, ça s'est fait en français, encore une fois, sciences politiques. Puis ensuite, comment les choix s'accumulaient les uns après les autres? Choix linguistique ou choix de formation, de discipline? Un peu les deux, parce qu'à partir du moment où on se dit qu'une langue forge, façonne aussi une pensée, c'est un choix d'aller étudier les sciences politiques, par exemple, en français. Je pense que c'est combiné d'une certaine façon parce que moi, je me suis rendu compte à 14 ans à peu près, quand j'avais 14 ans, 15 ans, en juin 2005, Bernard Landry était le chef du Parti québécois, puis la souveraineté était à 54% dans les sondages. Ça peut sembler être une autre époque. Et il y avait des gens qui en parlaient à l'école. Puis j'avais l'impression que l'un des plus grands débats politiques de l'histoire canadienne et québécoise, le débat national, le débat linguistique, se déroulait en moi. Donc, que j'étais un peu, ma personne était un peu un microcosme de cette lutte linguistique. Et donc, j'ai
j'ai voulu développer à fond ces deux côtés finalement, connaître ces deux langues à fond finalement. Bien sûr, les connaître dans leur contexte. L'anglais est une langue ultra dominante en Amérique du Nord. Le français est une langue, à mon avis, probablement en un peu... Quoique certains articles parus aujourd'hui sur le service en français au centre-ville de Montréal, c'est pas super, mais quand même, je trouve qu'il est une langue qui ne va pas si mal que ça. Qui va pas si mal que ça, notamment au Québec. Mais c'est ces deux langues que j'ai voulu embrasser, développer à fond. Et je savais que si le français voulait avoir une chance, il fallait que je m'y consacre complètement là où j'avais un choix très, très clair, c'est-à-dire dans mes études. Et donc, et dans mon travail, finalement, forcément, les études ont mené au travail et ont mené au réseautage, aux opportunités. Et donc, c'est ce qui est arrivé et c'est ce qui a expliqué l'intérêt, ce qui explique l'intérêt pour la politique, parce que je me suis d'abord et avant tout, avant de m'intéresser à la politique américaine, je me suis intéressé à la politique québécoise et canadienne, ça c'est certain. C'est sûr qu'il y avait déjà, en tout cas avec ce que tu exposes, Éric, un questionnement identitaire, en tout cas, qui semblait être assez manifeste en toi. On s'approche de cet objet, Éric, mais quand même quelques petits mots sur aujourd'hui, tu enseignes. Tu as eu des expériences en francisation, en apprentissage de la langue française. Aujourd'hui, tu es davantage en histoire. La clientèle avec laquelle tu travailles, c'est une clientèle adulte. Ça aussi, c'est d'affirmer un choix que d'être une espèce de passeur d'une langue qui est, et tu l'as très bien évoqué, minoritaire au Canada. Peut-être qu'au Québec, on le sent moins, mais on a juste à traverser le territoire et puis on s'en rend bien compte. Oui, c'est sûr. Et en plus de ça, je suis enseignant d'histoire et de français, donc d'histoire forcément de culture francophone québécoise. Donc, je mets un peu tout ça dans le même bateau. Et dans l'ouest de l'île de Montréal, à Dorval, où beaucoup des élèves. Donc, c'est la réalité québécoise et c'est ma propre réalité. C'est une réalité américaine aussi, parce que c'est une réalité immigrante, qui est celle de ma mère, immigrante libanaise, parfaitement trilingue. C'est l'histoire de cette lutte anglophone-francophone. Donc, souvent, on se questionne sur les difficultés d'apprentissage en français de nos élèves. Je dis, c'est rendu leur troisième langue dans plusieurs cas. Donc, je pense que le lien s'est fait très naturellement, finalement. Approchons-nous de cet objet, Éric. Pas si volumineux, mais dense. Le titre « Communication et violence, des récits personnels à l'hégémonie américaine ». Juste de par le titre, Éric Guir, que tu as choisi, il y a une manne d'informations à explorer. Commençons par les grandes lettres majuscules, communication et violence. Communication, de la façon dont tu l'as exposé dans ton essai, ton premier essai, Éric, il faut revenir un peu au développement des civilisations, puis finalement des grandes puissances mondiales. Et ça s'est déplacé là, dans l'histoire du monde. Oui, ça s'est déplacé. Je me rappelle dans mon cours d'histoire de la civilisation occidentale au Cégep, il nous a montré que l'essentiel de l'histoire de la civilisation occidentale ne se déroule plus vraiment dans ce qu'on considère comme étant l'Occident aujourd'hui. Donc oui, on va parler de l'histoire gréco-romaine, mais avant ça, les racines de l'histoire gréco-romaine, elles sont en Égypte, elles sont en Mésopotamie, ce qui est pas du tout l'Occident. Et donc, forcément, dans l'étude des grandes puissances, on voit que les centres ont changé au fil des siècles, que ce soit Rome, que ce soit la France, que ce soit les Britanniques, que ce soit l'Espagne dans les 500-600 dernières années, pour en nommer quelques-uns. Et rajoutons à ça, les États-Unis qui ont vraiment pris leur place dans les 100-150 dernières années, dépendamment où on fixe ça, plutôt 100. Et un pouvoir qui se dirige vers l'ouest, si on se fie, pour finalement revenir à l'est, en Orient, donc vers la Chine possiblement, avec les États-Unis qui pourraient, à mon avis, se maintenir mieux que mal. Mais c'est sûr que cette trajectoire des grandes puissances, je pense que c'est l'enseignant en moi de donner des grands exemples auxquels les gens peuvent s'y trouver dans un exemple plus qu'un autre. Je pense que c'est définitivement ça. Oui, c'est intéressant. Évidemment, à l'âge qu'on a,
le danger, c'est peut-être de penser que ce serait anormal de voir peut-être sous peu une puissance telle les États-Unis commencer comme ça à perdre des plumes au profit de d'autres puissances. Ouais. Et ça, c'est l'histoire du monde. Oui, c'est sûr que c'est l'histoire du monde. Je ne sais pas dans quel genre de monde on va continuer à vivre. Est-ce que les grandes puissances seront des États, seront des puissances politiques ou est-ce qu'elles seront des puissances technologiques? On compare tellement souvent Facebook ou d'autres réseaux sociaux en termes d'utilisateurs. On dit, ils vont bientôt dépasser la Chine. Là, ça fait longtemps qu'ils ont dépassé la Chine en termes d'utilisateurs, mais c'est sûr, l'avenir des Américains est toujours menacé, mais je pense qu'ils ont encore beaucoup, pas nécessairement de bons côtés. C'est pas parce qu'ils sont meilleurs, mais ils ont encore beaucoup de cartes à jouer pour l'avenir, malgré tout, malgré toutes les critiques. Revenons avec ce premier mot, communication. Ouais. Ça nous aura permis, depuis des siècles, du meilleur et du pire. Comment on peut définir la place qu'occupent les communications dans le monde? Ça c'est le choix de ce mot-là, parce que quand j'ai commencé à écrire l'introduction, sans savoir exactement où je m'en allais, puis certains des chapitres qui apparaissent plus tard étaient déjà entamés. Quand j'ai commencé, j'ai juste tapé des mots du genre communication, échange. J'étais pas certain où je m'en allais avec le titre. Et ça, c'est chapeau à un enseignant de sciences politiques, justement, Lawrence McFalls, qui donne le cours d'introduction au bac en sciences politiques à l'Université de Montréal. Et dans son manuel, qui s'appelle Construire le politique, il définit les relations qui peuvent exister entre entités, entre individus ou entre États ou entre une entreprise ou un État. Essentiellement, comment les entités sont définies. Quand il parle des relations qui sont considérées comme étant égales, et donc probablement moralement acceptables et moralement justes, il parle des relations d'échange qui sont des relations objectives et égales, donc peut-être du commerce international qui se fait de manière assez juste, gagnant-gagnant, ou il parle des relations subjectives égales, et là, il définit ça comme étant de la communication. Ensuite, il parle des relations inégales, puis là, il parle de manipulation et de domination. Et j'ai regroupé un peu sous le titre de violence. Donc, et finalement, il y a comme l'idée, c'est essentiellement l'idée d'englober toutes les idées qui ressortent de l'américanité. Elles sont communiquées par les médias, par des politiciens, par des discours, par le cinéma, par la musique, par l'histoire, par les manuels, par la conscience collective. Elles sont toutes communiquées. Et certaines de ces idées-là, mais elles forgent une communication qui est constructive, qui est gagnant-gagnant, qui est égalitaire. Et certaines de ces idées, mais elles sont particulièrement violentes, que ce soit une violence symbolique, par un discours raciste, par exemple, ou que ce soit une violence physique ou beaucoup plus réelle par une intervention armée ou une brutalité policière. Mais ça, c'est abordé assez tôt aussi dans l'essai, le concept de la violence. Et aux États-Unis, il y a de grandes cisures. Les violences sont par moments en grand relief et par d'autres moments beaucoup plus insidieux. Si on parlait de l'éducation aux États-Unis, Eric? Oui. L'éducation aux États-Unis, c'est tellement un problème que j'ai de la misère à cerner parce que il y a juste le système universitaire. Ils ont comme 17 des 20 meilleures universités au monde qui sont totalement inaccessibles à tellement de gens. Puis même quand les gens s'y rendent, parce que c'est quelque chose comme 70% des étudiants à Harvard qui ont un financement et une part assez significative qui va sans frais de scolarité. Mais 70% ont de l'aide financière, puis 70% ont des problèmes de santé mentale en même temps. Donc, il y a une pression, il y a un fardeau financier dans le système universitaire. C'est dans la culture américaine qu'un parent doit économiser dans les 6 chiffres. Ils le font, ils l'acceptent. Bon, les taxes sont les taxes et impôts sont un peu moins élevés aux États-Unis. Ils le font, puis ils l'acceptent. Donc, il y a des choses très, très perverses. Puis, comme je l'ai toujours dit, mais
Ils ont pas, on dit toujours, bon, Barack Obama, petit garçon de Hawaï, est allé à Columbia puis à Harvard, a fini de payer ses dettes étudiantes à 43 ans. Puis ça a bien fini son affaire. Donc, la méritocratie se maintient, mais le système d'éducation américain, c'est quelque chose que, surtout le système d'éducation du primaire et du secondaire que je commande de temps en temps au Québec. Bon, je suis dans ce système-là, l'éducation des adultes, je suis proche quand même. Et on dirait que je ne connais pas très, très bien le système américain parce que c'est tellement colossal comme chose. Je ne me suis pas encore suffisamment penché là-dessus. Donc, dans l'essai, tu mets aussi en lumière le paradoxe entre cette éducation de prestige et cette inaccessibilité pour le grand nombre. Mais c'est comme si, et c'est ça qui m'a fait réagir, c'est comme si c'était un fait accepté. Il n'y a pas de grande révolte. On peut y voir un parallèle peut-être avec le système de santé aux États-Unis aussi. C'est-à-dire que c'est inaccessible pour un grand nombre et c'est ainsi fait. Il n'y a pas de grande révolte en ce moment-là. Non. Ben ça, je pense aussi. Je pense que souvent, il y a des vox pop de David Letterman. Bon, ça fait, je ne sais pas, 5 ans qu'il n'est plus là, David Letterman, mais moi, je suis un peu conservateur. Je vieillis. Référence. Mais il y a des vox pop dans certaines émissions. On demande aux Américains, puis ils n'ont jamais entendu parler de l'Afghanistan, puis ils ne savent pas comment situer le Canada sur une carte du monde, des choses comme ça. Ça, c'est vrai. Les gens aiment rire des Américains, mais parallèlement, je rappelle les vox pop de Guy Nantel. Donc, je pense que des gens qui ont des problèmes de culture générale, ça existe dans toutes les sociétés. Je ne pense pas que ce soit un problème strictement américain. Je pense que cette vision de classe entre les plus éduqués et les moins éduqués devient de plus en plus problématique et cette division de culture, ça s'est manifesté aux dernières élections. Là. De plus en plus, la crainte des démocrates pour l'avenir, c'est de perdre, parce que les minorités noires et latinos ont toujours fait partie de leur base. Et tranquillement, les républicains attirent les minorités qui n'ont pas de formation universitaire et la division aux États-Unis va peut-être se faire de plus en plus sur la formation que sur les questions de groupes ethniques. Donc, c'est sûr que c'est une grande question américaine. Tout est exagéré aux États-Unis. Le cinéma est exagéré, les médias sociaux, c'est exagéré. Tout est plus grand. C'est pour ça que pour m'intéresser à ces questions-là qui ne sont pas proprement américaines, j'ai pris le chemin des États-Unis. Mais donc, même chose avec les divisions en éducation et divisions en culture générale. C'est juste plus grand, c'est sous la loupe quand on étudie ça aux États-Unis. On pourrait y voir des parallèles au Canada. On va s'en venir aux États-Unis. Tu as décidé de consacrer tout un chapitre sur l'étymologie du territoire. Et ça, c'est intéressant parce que, encore une fois, est-ce que c'est en brassant les arbres généalogiques qu'on comprend mieux ce qui n'est pas compris finalement? Oui, on comprend les Autochtones. Bien sûr, quand je parle de l'étymologie du territoire, c'est le fait que 25 des 50 États américains ont des noms qui proviennent de diverses langues autochtones. On pense à Ohio, on pense à Wyoming. Et dans tous les cas, les mots font référence à la nature, à la géographie, au paysage, souvent à des cours d'eau. Et donc, c'est propre à la culture de plusieurs groupes autochtones, c'est ce lien beaucoup plus rapproché avec la nature, ce respect de la nature, cette idée que l'être humain ne doit pas trop modifier ses espaces naturels. Et justement, c'est ça, tu parles de généalogie, mais c'est une manière de rappeler que les Autochtones, et même chose dans l'histoire du Québec, c'est pas juste une mention, hein? C'est pas décoratif, mais c'est fondamental. Et cette idée de rebrasser les consciences, c'est vraiment tous les problèmes découlent du fait qu'on a des biais de toutes sortes. Et c'est en réinitialisant et en brassant nos consciences un peu au fil du temps, on pourra corriger les biais qu'on a qui font que notre réalité finalement nos communications finissent par être violentes dans bien des cas. En lisant l'essai, Éric, je me rendais bien compte que j'avais un rendez-vous avec un observateur, un auteur-observateur. Tu as quand même choisi
c'est même dans le titre, d'avoir deux espèces de grands pans, récit personnel et puis hégémonie, donc de la... Est-ce que je l'ai sous les yeux? Récit personnel à l'hégémonie américaine. Me voilà, ils se sont réalignés. Est-ce qu'on écrit différemment ces deux parties-là, puis pourquoi il fallait que le récit personnel s'imbrique dans l'essai? Ça, c'est chapeau à mon grand ami, je dirais Maxime Fecteau et à Jérémy Laniel qui m'ont pointé vers un genre d'écriture. Donc, moi, je viens des sciences humaines, sciences politiques, j'ai fait quand même une bonne part de journalisme où on n'écrit pas au jeu dans ces domaines-là. De dire, mais j'ai trouvé un intérêt pour le nouveau journalisme, le journalisme un peu plus à la première personne, qui nous... Il y a quelque chose d'intime là-dedans. J'ai pas de doctorat en sciences politiques, donc je voulais un peu, j'ai pas cette prétention d'être un expert. Je voulais donc montrer comment tu es arrivé à cette réflexion. Donc, un expert montre, voilà ma réflexion. Mais moi, je trouvais pertinent. J'ai lu beaucoup quand même David Brooks, chroniqueur que j'apprécie beaucoup au New York Times et ses livres, qui va nous montrer, justement, c'est un journaliste, c'est un observateur de la société. C'est pas quelqu'un qui a un doctorat non plus, donc il va nous dire, mais moi je pense ça. Et bon, j'ai fait des recherches, mais voici aussi ce que je retire de mon vécu et de mes observations personnelles qui ne sont pas nécessairement scientifiques, mais qui me permettent d'arriver à ça, d'arriver à une certaine réflexion. Et c'est comme ça que j'essaie de convaincre le lecteur. Et aussi de tout simplement présenter quelque chose qui n'a pas de prétention scientifique, mais qui est, j'ose espérer, agréable à lire. Donc, en faire un récit finalement. Donc, pour moi, ce récit personnel, c'est le point de départ pour me permettre, pour me donner un peu pour expliquer la raison pour laquelle je commente sur tous ces sujets américains. Donc, quand un expert dit, ben voilà mon opinion sur plein de sujets américains, puis on se demande, mais pourquoi lui a écrit ça? Mais c'est écrit en arrière doctorat en sciences politiques. Donc, on sait pourquoi il a écrit ça. Et on sait pourquoi c'est crédible. Donc, c'était un peu pour me donner expliquer ma motivation. Et je trouve que inclure ça directement dans le texte, montrer le processus, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus et ça m'a beaucoup motivé dans mon écriture. Je trouve qu'à travers tous les sujets que tu as choisi d'aborder, il y a par moments une mise en relief de paradoxes, de contradictions, de tensions aussi. Et puis, on plonge. Tu nous invites à plonger dans tes racines familiales. Elles sont plurielles. Je l'ai sous les yeux, Éric, là, pour décrire ta famille, il y a des origines familiales françaises, syrienne, israélienne, libanaise, grecque, italienne, il y en manque. Ouais, tu étires peut-être un peu, mais oui, c'est en étant un peu, peut-être, mais oui, c'est sûr que mon père est canadien-français d'origine, mais ma mère est libanaise avec des origines clairement grecques. Donc, ma grand-mère était comme une grande part des Grecs qui n'ont jamais demeuré en Grèce. Donc, ma grand-mère est née en Syrie, a vécu longtemps en Jordanie, au Liban, puis les 40 dernières années de sa vie au Canada. Donc, c'est sûr que cette histoire de l'immigration qui engendre d'autres chocs culturels ou des chocs culturels dans certains cas et d'autres fois des croisements culturels qui sont beaucoup plus harmonieux, mais des chocs aussi. C'est sûr que c'est au point de départ de ce mélange américain finalement. Bien, justement, tu viens de parler d'immigration, puis tu t'attardes au début quand même de l'essai, puis c'est super intéressant sur ces deux mots, immigration versus expatriation. Mm-hmm. Ça aussi, ça nous informe sur les États-Unis, en fait. Oui, c'est un clin d'œil que je trouve assez amusant. Je pense que c'est un exemple qui permet de montrer assez clairement cette distinction. Donc, quand un Américain bien installé aux États-Unis décide de quitter pour faire sa vie ailleurs en tant qu'homme ou femme d'affaires à Hong Kong ou en tant qu'étudiant en Europe, mais ça devient un expatrié. Mais quand une famille qui fuit la guerre civile ou de terribles conditions économiques s'installe aux États-Unis et qu'elle n'a pas l'apparence physique ou la connaissance linguistique de l'Américain
on dirait encore moyen, mais je ne sais plus c'est quoi l'Américain moyen, hein? Mais c'est des immigrants. Et immigrants, mais dans bien des cas, ça a une connotation négative. C'est utilisé à des fins d'exclusion, de discrimination, de dire que quelqu'un est un immigrant, alors que ça devrait être une fierté. Hein? Mm-hmm. Éric, je ne veux pas te paraphraser, mais tu établis, selon ta lecture à toi, quels sont les piliers des États-Unis. Et encore une fois, je trouve qu'il y a entrechoquement à travers différentes propositions, puis peut-être pas tant que ça non plus. Décline-nous les dons. Je pensais que tu allais me nommer un extrait, puis j'étais à veille d'essayer de me demander mais quel extrait elle va choisir. Mais les piliers, moi je vais citer l'essayiste Gerald Early. Les piliers, selon lui, en tout cas, moi, je n'ose pas nommer les piliers de l'américanité, de la culture américaine des États-Unis. Gerald Early a dit que dans 1000 ans, quand on va se rappeler les États-Unis, on va se rappeler la Constitution, le jazz et le baseball. Bon, je peux me permettre de douter. Moi, je pense aussi que les piliers de l'américanité, c'est peut-être tous les sujets sur lesquels Ken Burns a fait un documentaire. Donc, la guerre civile, la Deuxième Guerre mondiale, la famille Roosevelt, le baseball, le jazz, les parcs nationaux, la nature. On n'en parle pas assez souvent, nous, les gens des sciences humaines. Mais oui, je pense que... Pour donner quelques pistes de réflexion, ils sont là, les piliers de l'américanité. Ça, c'est ça. Te connaissant, là, on va s'attarder sur le baseball parce que c'est très intéressant. D'ailleurs, aujourd'hui, fait historique dans les ligues majeures de baseball. Une femme est nommée directrice gérante des Marlins de Miami. Donc oui, exceptionnel, vraiment exceptionnel. On avance, on avance. Parce que le sport, c'est le boys club par excellence. C'est même pas imaginable à quel point il y a du travail à faire, mais plus que la politique ou que la business, c'est incroyable le travail qui reste à faire dans le sport et dans la couverture du sport, parce que les femmes font du sport, mais elles n'ont pas la reconnaissance dans la culture populaire comme étant des héroïnes du sport, suffisamment en tout cas, pas comparativement aux hommes. En plongeant dans ce que tu nous proposes du regard du baseball, ce qui est intéressant, c'est que c'est indissociable de la construction récente, contemporaine des États-Unis. Ça aurait suivi à peu près tous les grands mouvements, les soubresauts américains, que ce soit du côté historique, social. Il y a toujours un parallèle à faire avec le baseball. Peux-tu nous l'expliquer, Éric? Le baseball a été créé de manière un peu... On ne sait pas exactement où il a été créé, dans les années 1840, 1850, 1860, mais une forme probablement non reconnaissable du baseball si on assistait à une de ces parties aujourd'hui. Dans le contexte de la guerre civile, les soldats de la guerre civile, quand ils prenaient des pauses, mais ils jouaient au baseball des fois. Mais la fondation du baseball, l'Américain moyen, encore une fois, si on faisait un vox pop de gens, de fans de baseball sur la rue à l'extérieur du temple de la renommée du baseball à Cooperstown, à New York, je dirais que le baseball a été fondé par Abner Doubleday à Cooperstown en 1839, ce qui est totalement faux. Et c'est la légende qu'on a poussée. Et quand on va à Cooperstown, il y a le terrain Doubleday juste à côté du temple de la renommée du baseball. Et on pousse cette légende comme quoi ce héros de la guerre civile a créé le baseball de toutes pièces. Alors que, bien sûr, le baseball s'est créé de manière un peu organique, par essai et erreur, surtout inspiré d'un sport britannique qui s'appelait le Rounders. Et quand on a remis en question ce mythe au début du 20e siècle, en 1905, je pense, le commissaire du baseball, Spalding, a créé une commission pour prouver que Doubleday a véritablement créé le baseball et clore le sujet. Mais la commission s'est fiée sur comme une ou deux sources non crédibles et ils ont voulu mettre ça de côté et ils ont poussé dans la mythologie américaine, dans la conscience collective américaine, que le baseball a été fondé comme ça. Et on voulait surtout éviter, encore à la fin du 19e siècle, les relations entre les Britanniques et les Américains étaient souvent houleuses. On voulait surtout éviter que le baseball était inspiré d'un sport britannique. Non, ça ne marche pas. Donc, mais Éric, c'est fascinant parce que est-ce que l'Amérique, les États-Unis, ont à ce point besoin de mythes, de héros, parce que là, l'histoire se répète presque avec un certain Louis Armstrong, où
Il y a une petite torsion de la réalité, puis ça semble faire l'affaire des Américains. C'est un mensonge blanc qu'on accepte. Oui, c'est un mensonge totalement. Louis Armstrong était peut-être tellement convaincu de ce mensonge qu'il l'a répété pour toutes les fois qu'il l'a répété, mais c'est ça. Louis Armstrong a toujours dit qu'il était né le 4 juillet 1900. Donc, et sa mère l'appelait même le Firecracker Boy. Donc, c'est ça. Pour un personnage éclatant, c'est pas le fondateur. Encore une fois, c'est pas le fondateur du jazz, mais j'étais à veille de dire qu'il était fondateur du jazz. Mais plusieurs personnes pensent que c'est lui qui a créé le jazz. Évidemment, ça s'est créé de manière organique, encore une fois. On a l'impression. Louis Armstrong a toujours dit qu'il était né le 4 juillet 1900 et on a toujours pensé ça. Et une dizaine d'années après sa mort, on a finalement trouvé tous les documents nécessaires pour prouver que non, finalement, Louis Armstrong était né le 4 août 1901. Donc, mais ça faisait éclatant, hein, ce mythe-là. Donc, on l'a maintenu pendant toute la carrière professionnelle de Louis Armstrong, pendant qu'il a pris sa place dans nos consciences, ou pas dans la mienne, en tout cas, je n'étais pas né, mais dans la conscience des Américains, tout le monde croyait qu'il était né le 4 juillet 1900 et que c'était le Firecracker Boy. OK, revenons le temps de quelques instants au baseball parce qu'on n'en a pas fini. Le baseball, à certains moments, ça a même été précurseur. Il faut parler de Jackie Robinson, Éric. Ouais, mais deux choses sur Jackie Robinson, encore une fois, pour parler de mythe. Jackie Robinson n'est pas le premier joueur noir de l'histoire du baseball, c'est le deuxième. Et il y en avait un autre qui s'appelait Fleet Walker, qui a joué, il me semble, 42 ou 44 parties. Là, je me confonds peut-être avec le numéro de Robinson, mais en 1884. Mais il n'y a pas eu la carrière de Jackie Robinson. Ce n'était pas l'homme qui était Jackie Robinson. Mais finalement, j'en parle dans le livre, et Fleet Walker a été quelqu'un qui avait quand même un parcours très, très intéressant, mais la conscience collective l'a évacué, la mémoire collective l'a évacué. Parce qu'on ne convenait pas tout à fait et là, évidemment, Jackie Robinson est celui qu'il est avec le talent qu'il a eu, mais quoi? Il convenait plus pour ce qu'on avait besoin? Aussi, Jackie Robinson, ça s'est passé dans le contexte du début du mouvement des droits civiques et ça faisait plus d'un demi-siècle qu'il n'y avait pas eu de joueurs noirs. Donc, c'est sûr que Jackie Robinson venait franchir une barrière, briser une barrière énorme. En 1947, quand il devient le premier joueur noir avec les Dodgers, en 1946, il ne faut pas oublier, à Montréal, avec les Royaux, où il commence à jouer professionnellement, puis en 1947, avec les Dodgers, c'est 7 ans avant Brown versus Board of Education. Oui. C'est 7 ans avant que la Cour suprême mette fin à la ségrégation des écoles. Et c'est 17 ans avant le Civil Rights Act de Lyndon Johnson. Donc, le chemin a été forgé par le sport à plusieurs égards avant le système scolaire, puis avant le Voting Rights Act de 65. Avant ces événements-là, c'est le sport et c'est le baseball qui, de par son symbolisme, a forgé le chemin. Aujourd'hui, Éric, le baseball aux États-Unis, c'est encore évidemment un rendez-vous, mais ce n'est pas le plus important. Pourquoi on considère encore ce poids lourd dans toute l'offre sportive professionnelle? Il y a des particularités au baseball. Le sport qui concurrence le plus le baseball, c'est le football. Le basketball fait partie de la mythologie américaine quand même. Le hockey aussi, quand même, plus qu'on le pense. Mais c'est sûr que c'est le football. Et bon, j'ai tellement réfléchi sur ces dichotomies puis ces contradictions, puis on en parle j'en parle dans le livre, ces dichotomies à peu près à tous les sujets que j'aborde, c'est toujours une histoire de contradiction. Mais le football, c'est une métaphore de guerre. Hein? Au football, on va jusqu'à la end zone. On veut conquérir l'autre équipe. C'est George Carlin qui disait ça. Alors qu'au baseball, quand on compte un point, you go home, home. Il y a une beauté au baseball. Puis c'est George Will, l'historien, philosophe, analyste américain, qui disait le football, j'essaie de traduire, puis si j'y arrive, je vais le dire en anglais, là, mais le football fait ressortir, et j'aime le football, là, mais le football fait ressortir les deux choses les deux pires choses qui existent dans la vie américaine, parce que c'est de la violence ponctuée par des réunions de comités. et donc, le football, malgré tout,
attire des téléspectateurs, mais c'est absolument impensable. Et déjà, j'ai mis une télé sur mon livre, hein, parce que finalement, la télé, c'est ce qui a eu un autre pilier fondamental de la culture américaine. Ouais. Puis le football, c'est un sport de télé. Les gens regardent, il y a plus de gens qui regardent une simple partie de saison régulière au football le dimanche que de gens qui regardent à la télé la série mondiale du baseball. Mm-hmm. Par contre, le baseball, en 2020, mais règle générale, c'est un sport de spectateurs en direct. Ouais. Ils vendent tellement plus de billets parce qu'évidemment, ils ont plus de matchs. Mais moi, on peut demander à un ami ici à Montréal ou au Québec, partout, as-tu déjà été dans une partie de baseball aux États-Unis où il y en a qui ont été au stade olympique à une autre époque, qui ont dit « Ouais, j'ai déjà été voir les Cubs à Chicago, les Red Sox à Boston, j'étais en voyage, on s'est pris des billets. » C'est accessible, une partie de baseball. Ouais. C'est pas toujours. Il y a des parties à tous les jours. Fait que si tu as un week-end à Boston, forte chance qu'il y ait un match. Au football, il y a 8 parties à domicile par année. C'est seulement 96 % des gens qui se disent fans de football n'ont jamais vu un match de football en direct. J'aime ton exemple, Éric, parce que lorsqu'on voyage aux États-Unis, c'est vrai, pas fan du sport. On dirait que ça nous permet aussi de prendre le pouls des locaux. Les gens qui vont au baseball sont pas nécessairement... Il y a moins de billets corporatifs. C'est beaucoup plus démocratique en un sens. C'est à plusieurs égards plus démocratique. Il y a plus de matchs. Les stades sont aussi grands. C'est plus accessible de voir une partie. Ça, c'est certain. Il y a quelque chose de démocratique là-dedans, ça, c'est sûr. Oui. Éric, tu viens d'évoquer la télévision et c'est en effet indissociable de la culture américaine. Et là encore, il y a des beaux paradoxes. Mais on va commencer par la politique, si tu veux bien. La politique, elle est devenue presque une politique, spectacle avec l'avènement de la télévision. Est-ce que John F. Kennedy serait celui qu'on a connu sans cet objet? Oui, bien sûr, on fait référence au débat du 26 septembre 1960 à Chicago entre lui et Nixon, où c'est Kennedy qui a gagné sur l'image. Il portait le beau veston, il était bien maquillé, il avait la bonne coupe de cheveux. Nixon avait un teint un peu gris, il se confondait avec l'arrière-plan à cause de son costume. Il n'avait pas bien envisagé comment ça allait apparaître en noir et blanc. Et bon, ça a été un peu remis en question, donc par Karine Prémont de l'Université de Sherbrooke, spécialiste en politique américaine, qui a dit que, on a toujours dit que, et je le dis dans le livre, que la plupart des gens, les gens qui ont écouté le débat à la radio ont donné Nixon gagnant. Mm-hmm. Donc, sur le fond, Nixon, qui était vice-président sortant, qui était quand même, avait quand même une expérience en politique étrangère, avait déclassé Kennedy sur les questions de fond, mais c'était l'image qui a joué le tour pour JFK. Et donc, c'est sûr que la politique, dès ce moment-là, dans ce premier débat télévisé, a joué un très, très grand rôle. Aux États-Unis, la télévision, c'est un objet qui, bon, au Canada aussi, là, mais qui a réussi à faire son entrée dans toutes les chaumières. Il y a des rendez-vous télévisuels qui marquent l'histoire. Puis il y a aussi presque ces ovnis qu'on a encore de la difficulté à analyser. On va parler des Simpsons. Oui, je devrais faire appel à ma fiancée pour parler des Simpsons. Les Simpsons, bon, c'est le rendez-vous du dimanche soir. C'est bien sûr, ça met en scène une idée que je veux beaucoup plus analyser à l'avenir, cette idée de la famille. Il n'y a pas de chapitre sur la famille dans mon livre, mais la famille comme institution américaine, c'est un projet qui s'en vient pour moi. C'est une émission dont le contenu est très critique des institutions alors que c'est présenté à Fox. Hein? Oui. Donc, mais Fox et Fox News, ce n'est pas vraiment la même chose, il faut toujours se rappeler. Puis, donc, c'est sûr que les Simpsons, c'est une émission parmi plusieurs qui ont contribué à cette... Mais ça veut dire que les Américains ont quand même ces rendez-vous où l'intelligentsia et les classes les plus modestes, pour ne pas dire donc les classes qui vivent dans une extrême pauvreté, se rejoignent par moments. Et oui, et ça a toujours existé. Ça se perd un peu. Et ça crée justement cette division entre classes qui est à la fois due aux revenus et au niveau de culture et aux formations universitaires. Mais
Dans les années 50, l'Américain le plus riche et l'Américain moins nanti, ils écoutaient ou bien CBS, NBC ou ABC. Donc, ils avaient, peu importe le niveau d'éducation ou le niveau de revenus, le niveau économique, ils avaient une culture commune. C'est à cause de la télévision, ils avaient, entre autres, il y a d'autres aspects aussi. Le riche conduisait peut-être une Cadillac, puis le moins riche conduisait une Chevrolet, mais au niveau de la mécanique, ce n'était pas des autos très, très, très différentes. Donc, et ça va pour la bouffe qu'on mangeait, le linge qu'on portait. Ça a créé des espaces communs. Aujourd'hui, avec la multiplication des goûts, des cultures, des intérêts, il y a quelque chose de beau là-dedans, mais il y a aussi quelque chose qui fait qu'on est de plus en plus seul ou que les cultures et les groupes sociaux, au niveau de l'éducation, au niveau du revenu, sont de plus en plus ségrégés. Éric, je ne suis pas en train de dire que tu as nécessairement cité tes auteurs favoris, mais tu t'es commis toi-même comme auteur et on en retrouve cités dans ton essai pour une raison que tu as réussi. Tu as trouvé un fil rouge qui les relie, quoique leur plume est complètement différente, mais je vais les nommer. Nancy Houston, Catherine Mavrikakis, Denis Laferrière et Charles Bukowski. Comment ils se sont tous comme ça retrouvés sur une ligne de chapitre? Parce qu'ils sont tous nés dans une ville qui n'a pas été la ville de leur vie adulte. Donc, Denis Laferrière, dans l'ordre que je les ai nommés, Nancy Houston, née à Calgary, qui est parisienne depuis plus de 40 ans. Catherine Mavrikakis, qui, déjà est d'origine grecque et algérienne, ou son côté grec, son père a vécu en Algérie et d'origine française aussi, a demeuré, est né à Chicago, puis sa vie à Montréal. Aujourd'hui, Denis Laferrière, né à Port-au-Prince, fait sa vie à Montréal, a vécu à Miami pendant longtemps. Installé à Miami, c'est ce que j'allais dire. Oui, c'est ça. Et on trouve le passage américain. Et Bukowski, qui est vraiment le seul qui est vraiment considéré à part entière comme un auteur américain, quoi qu'on peut toujours trouver des passages américains chez les autres, parce que Nancy Houston a grandi dans le New Hampshire. Et donc, Bukowski, qui est né en Allemagne, fait sa vie en Californie. Donc, il y a toujours ce fil conducteur chez ces auteurs-là que je trouve assez intéressant. J'aime ça que tu les aies cités parce que en début de conversation, tu nous as quand même affirmé que, tu es pas mal ancré dans un bilinguisme. On va utiliser le mot parfait, là. Mais ça ne veut pas dire que ton cerveau n'est pas nécessairement scindé en deux. Et puis, il y a l'intellect, Éric Deguire, qui est un petit peu plus franco. Puis, il y a les motifs. Il y a le petit garçon, Éric, qui est un anglo. Toi, ta plume, là, tu aurais quand même pu choisir d'écrire dans les deux langues parce que cet essai-là, il est à la fois, et le titre en témoigne, hyper personnel. Aurais-tu pu nous l'écrire bilingue, Éric? Genre la partie récit personnel en anglais, puis ensuite hégémonie américaine en français? Je te dirais que non, parce que c'est le public auquel je m'adresse, c'est le public québécois qui essentiellement francophone, qui m'a toujours, qui était autour de moi quand j'étais aux études, au travail, dans tous les projets que j'ai eus. C'est à ces gens-là que je m'adresse. En fait, je dis que ce livre aurait pu exister dans toutes les langues sauf l'anglais, parce qu'il y a quelqu'un, il y a un japonais ou il y a un grec ou il y a un chilien qui, chez lui ou chez elle, ont vécu la culture américaine et ont leur récit personnel de l'hégémonie américaine. Alors qu'en anglais, un Américain, ce livre, pour moi, il ne peut pas tellement exister en anglais parce qu'un Américain te lirait ça et disait, tu parles de baseball, tu parles de jazz, tu parles de télé, puis il dirait, mais so what? On est Américain, on le sait que ça domine dans notre culture. Mais l'idée, c'est de montrer que ça domine aussi dans les cultures des autres à l'extérieur des États-Unis. Mais que ce soit dominant ou pas, moi, ce que j'ai quand même... Le rendez-vous qu'on m'a donné, c'était avec quelqu'un qui se place en posture d'observateur. Tu n'es pas américain, Éric. Non, définitivement pas. Donc, c'est sûr qu'il y a ce point de vue externe. Je pense que je suis... les Canadiens, particulièrement les Canadiens de langue anglaise, c'est sûr, parce qu'en plus de ça, ils ont le fait de partager la langue, mais on vit à 100 km des États-Unis. 90% des Canadiens, je pense, vivent à 100 km des États-Unis. Donc, il y a une proximité qui est encore plus grande parce qu'on partage
quelque chose que les Européens ou que les Asiatiques, que les Africains ne peuvent pas partager. On partage la géographie, on partage les fuseaux horaires. Un Européen, s'il veut regarder le Super Bowl, le Super Bowl commence à minuit chez lui, il finit à 3 heures, 4 heures du matin. Le rendez-vous commun, c'est pas pareil. Donc, le fait de partager les cours d'eau, les autoroutes, la géographie. C'est la plus longue frontière terrestre que nous partageons là, au monde. Alors, en effet, c'est un peu surfait, on l'entend souvent ce terme-là, hein, du gros voisin, là, mais c'est ça aussi. On n'est pas à ce point différent de la culture américaine. Éric, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je suis curieuse, qu'est-ce qui a été le plus à la fois grisant et vertigineux dans l'exercice d'écrire un premier essai? J'avais l'expérience et je pense que ça peut peut-être rassurer certains. Je n'ai pas la prétention de donner de donner des grandes suggestions comme auteur d'expérience parce que je ne le suis pas, mais c'est que j'avais déjà écrit des manuscrits complets qui n'avaient pas fonctionné. Donc, si ça ne fonctionne pas du premier coup, ça peut peut-être fonctionner du deuxième ou du troisième. Donc, il y avait déjà en moi cette confiance de savoir que je pouvais me rendre en termes de longueur. Donc, il n'y avait pas de stress à ce niveau-là. Moi, quand j'écris rapidement. Si j'écris, il y en a qui me disent, mais tu ne devrais pas écrire rapidement parce que la qualité souffre. Mais si les idées sont là, c'est parce que ça doit sortir rapidement. Si moi, je m'assois puis en 1 heure, j'ai juste écrit 100 mots, c'est parce que l'idée n'est pas bonne. Si j'ai une bonne idée, je vais écrire aussi vite que mon corps me le permet physiquement. Puis pas plus de 1500 mots par jour. Puis après ça, après 1500 mots, réussis ta journée. Tu t'ouvres une bière puis tu célèbres le fait que tu as avancé ton livre. On aura le droit même de si tu as d'autres idées, idées, tu continues. C'est ça, c'est quand même vendredi soir. Et donc, c'est ça. Donc, ça a été tellement agréable au point que des fois, même moi, des fois, avant un voyage ou avant la sortie d'une émission que j'aime particulièrement, je deviens tellement excité que c'est stressant un peu. Mais c'était ça au mois d'octobre et novembre et décembre 2018, là, quand j'ai écrit, c'était ça le plaisir. Juste foncer, puis je savais exactement où je m'en allais. Puis, ce qu'on entend beaucoup chez ceux qui écrivent énormément, c'est qu'écrire, c'est réécrire. Ouais, c'est ça. Ouais. Comment ça s'est passé, la collaboration avec Linda Leith, ton éditrice? Oui, ben, même dans la réécriture, bien avant que Linda accepte le manuscrit, il y a eu 6 ou 7 lecteurs, mes parents, ma fiancée Kalina, des amis qui ont lu, recommandé, commenté. Donc, déjà qu'il y a eu ça, il y a eu un gros processus de recommandation et de réécriture. Gros quand même, la structure est restée la même, mais plusieurs. Puis, chapeau à Lucie Bélanger puis à Linda Leith, Lucie qui a fait la révision linguistique, qui n'a pas travaillé sur le contenu, mais qui a travaillé sur la forme et qui a tellement amélioré la syntaxe et la qualité des phrases pour communiquer la même idée, mais avec le bon choix de mots. Puis Linda, mais c'était un soutien, un intérêt. J'ai senti son intérêt dès qu'elle m'a communiqué. Elle avait commencé à lire, elle n'avait même pas terminé, puis elle était assez enthousiaste par rapport au manuscrit. Éric, par moment, une porte d'entrée vers un ouvrage, ben, c'est l'objet. C'est l'objet. J'aimerais ça qu'on parle de la couverture. Comment t'en es arrivé à vouloir nous inviter avec ceci qui est très joli, très réussi? C'est quoi la réflexion derrière ça? J'aimerais, ça c'est une idée, une image sans droit d'auteur. J'aimerais me rappeler le nom de la personne qui a pris cette photo et je ne m'en rappelle pas. Éric, je l'ai. On va être bon au complet, là. Attends, je la trouve à l'instant. La photo de la couverture a été prise par Ajid Mazestri. C'est ça. Et donc, chapeau à cette personne que je ne connais pas, photo que j'ai trouvée sur le web. Moi, comme tu sais, nous, on a fait de la radio ensemble. Moi, je suis l'image. Je me pose pas trop de questions par rapport à ça. Quand on a commencé à préparer ce Facebook Live, on a fait nos tests. Tu m'avais dit que ma lumière ne fonctionnait pas. J'ai dit, c'est pas grave. On a arrangé. Oui, c'est très grave, Éric. J'espère le mieux possible. Donc, c'est sûr que la photo, j'étais stressé par rapport à la couverture. Je ne savais pas quoi choisir. Moi, je pensais que ça allait aller de soi.
Je voulais peut-être faire un montage à un moment donné de 6 ou 10. Je ne savais pas combien de photos. Puis finalement, je pense que j'ai trouvé une photo d'une télé qui… La télé, c'est le sport. La télé, c'est la politique. Et donc, tous les sujets qui sont dans le… Tout ce qui nous est communiqué par un écran, de plus en plus presque. Et donc, je pense que autres sujets sur lesquels je veux continuer à réfléchir, les technologies, les médias sociaux, dont j'ai pas assez parlé dans ce livre-là, et donc ce sera pour la prochaine fois. Mais c'est ce que je voulais dire. En fait, je l'ai fini en appétit, ce qui est une bonne nouvelle en soi. J'ai l'impression qu'on est à l'essai 1 de j'ignore combien encore, mais et à la lumière de notre conversation ce soir, Éric, je me rends compte que tu es au balbutiement finalement de tout ce que tu vas vouloir explorer. Oui. Moi, je veux continuer à faire de l'essai personnel, continuer la réflexion sur les États-Unis, probablement à un moment donné écrire sur l'éducation, donc qui est mon gagne-pain principal. Donc, c'est sûr que je travaille déjà sur ça, là. Je pense à tout ça au prochain essai. Je ne suis pas sûr de quand je vais entamer, mais moi, c'est sûr que c'est un travail continu. Ça y est, il a attrapé la piqûre. En tout cas, ce que j'entends, c'est que ça n'a pas été si souffrant que ça comme expérience. Éric, on rappelle le titre, Communication et violence, un récit personnel à l'hégémonie américaine. C'est publié chez Linda Leaf. Merci de cet entretien. Ça a été super plaisant. Merci, Marie-Gabrielle, d'avoir pris part à l'exercice. Bon salon du livre. Merci beaucoup. Oui. Salut. Bye.